Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la Maison d'Isieux en ce dimanche 6 avril 2025. Il y a 81 ans, jour pour jour, 44 enfants et 7 adultes étaient raflés par les nazis, puis déportés parce que juifs. 50 d'entre eux ne revinrent pas de déportation. Nous sommes ici aujourd'hui pour leur rendre hommage. Pour débuter cette cérémonie, j'appelle sans plus attendre M. Thierry Philippe, président de la Maison d'Isieux. Bonjour à tous. Monsieur le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, cher Monsieur Hott, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur le rabbin, Monsieur l'inspecteur d'académie, mon commandant, chers amis et aussi merci au Conseil municipal des jeunes des Avenières, à l'association Jeunesse Juive de Lyon et à 8 des anciens volontaires ASF de participer à cette cérémonie avec nous aujourd'hui. Que pouvons-nous dire aujourd'hui, après la grande commémoration l'an dernier des 80 ans de cette horrible rafle? Commémoration où la mémoire des enfants était si présente et si vivante. Vivant, oui, parce que nous avons mis en lumière les 60 enfants sauvés à Isieux, parce que nous avons parlé du livre de Samuel Pintel, qui en est une des plus belles illustrations. Vivant, oui, parce que les 44 enfants assassinés vivent ici, dans ce mémorial de la République française. Grâce à Serge Klarsfeld, nous connaissons une grande partie de leur vie, de leur famille, de leur parcours. Et grâce à Sabine Zlatin, nous savons également beaucoup de la vie quotidienne dans la colonie, jusqu'à ce matin tragique où les sbires de Klaus Barbie sont arrivés. Alors que dire pour cette 81e commémoration? Il y a tant à dire, surtout en ce moment. Alors que les actes antisémites explosent en France, amplifiés par le pogrom du 7 octobre, perpétré par les terroristes du Hamas en Israël. Ces actes se mêlent à l'antisionisme et à une critique systématique de la politique d'Israël, le seul pays réellement démocratique de cette région du monde. Comment ne pas faire le lien entre les 44 enfants d'Isieux assassinés parce que juifs et les petits Kfir et Ariel Bibas? Comment ne pas comparer les mises en scène des nazis avant la mise à mort des juifs avec les mises en scène du Hamas? Enfants assassinés, enfants martyrisés parce que juifs. En 2020, on recensait 339 actes antisémites en France. En 2021, 589 et en 2022, 486. En 2023, ce chiffre est monté à 1676. Et les chiffres pour 2024 sont tout aussi inquiétants, avec 1570 actes antisémites. L'augmentation est de 192% en 2 ans. Ces actes, souvent peu médiatisés, incluent des agressions physiques bien réelles, plus de 100 par an. La communauté juive, qui représente moins de 1% de la population française, est pourtant la cible de 67% des faits anti-religieux enregistrés par le ministère de l'Intérieur en 2024. Parfois, ces actes sont perpétrés par des individus insoupçonnables, une aide ménagère qui empoisonne l'eau d'une famille ou un ami d'enfance qui poignarde l'un de ses amis. 192% d'augmentation. Cela nous interroge profondément, d'autant que le phénomène explose aussi à l'école de la République, avec 477 signalements d'actes antisémites depuis 6 mois et des enfants juifs qui doivent quitter l'école publique. Dans un lieu de mémoire comme celui-ci, destiné à rappeler qu'aucun citoyen ne doit être discriminé pour sa religion, comment ignorer cette réalité? Comment ne pas parler aussi de nos 2 compatriotes qui étaient retenus en otage par le Hamas, qui ont souffert dans l'indifférence générale? Où étaient leurs portraits, absents des grilles des mairies? Ofer Calderon est rentré chez lui,
et Olad Yalomi ne rentrera jamais. Cette indifférence pour les Juifs persécutés s'étend aussi aux femmes afghanes, à la situation en Iran, aux crimes commis contre les Ouïghours en Chine, et n'oublions ni l'Afrique ni l'Inde. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, on tue, on déporte, on discrimine selon les religions et selon les origines. Et nous sommes dans un pays où l'indignation est uniquement centrée sur Israël. Quand il n'y a pas de Juifs dans un conflit contre des musulmans, curieusement, ça n'intéresse personne. Le leitmotiv, c'est « Stop aux atrocités à Gaza ». Comment ne pas souscrire à cette injonction? Dans toute guerre, il y a des innocents qui meurent. Il y a des atrocités, dont certaines sont définies par le droit international, ça s'appelle des crimes de guerre. Parler de génocide, par contre, n'a pas de sens. Selon le droit international, ce mot désigne la destruction méthodique, délibérée, planifiée d'un groupe humain. Comment parler de génocide du peuple palestinien alors que la population de la Palestine est passée de 1,3 million en 1947 à 6 millions en 2024? Imagine-t-on les nazis prévenant les Juifs des attaques devant survenir, des lieux de ces attaques, et de laisser le temps à ces derniers de s'enfuir? C'est ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne. Ce sont les terroristes du Hamas, on va finir par croire que ça n'a pas existé, qui le 7 octobre ont assassiné de manière atroce femmes, enfants et vieillards. Ce sont les terroristes du Hamas qui utilisent les otages, mais aussi la population civile palestinienne comme bouclier humain. Ce sont eux qui se cachent sous les hôpitaux et les écoles. C'est eux qui ont la volonté affirmée de commettre un génocide et d'éliminer la présence juive en Palestine. Dans cette situation internationale si complexe, doit-on ici à Isieux baisser les bras et renoncer à notre mission première, qui est l'enseignement des jeunes générations? Doit-on baisser les bras? Non. Ici, au mémorial d'Isieux, nous recevons en effet près de 43 000 visiteurs par an, dont 17 000 sont des scolaires. Nous accueillons aussi bien des lycées musulmans que des écoles juives. Nous sommes des hussards de la République, témoins de l'histoire et transmetteurs de l'histoire. Nous leur expliquons que c'est en France que le plus grand nombre de Juifs a été sauvé durant la Shoah. Nous leur faisons comprendre que là où il y a des bourreaux, il y a aussi des justes. Nous leur parlons de justice, de preuves, comme le télégramme brandi à Nuremberg par Edgar Faure, retrouvé ensuite par Serge Klarsfeld et qui a permis de condamner Klaus Barbie. Nous leur parlons de réconciliation, à l'exemple l'an dernier de Madame Claudia Roth, venue ici comme ministre de la République fédérale allemande. Nous leur expliquons qu'on fait la paix avec ses ennemis et qu'on peut dépasser la haine. Nous leur montrons aussi les mécanismes de discrimination, les dangers des préjugés et des discours haineux, souvent propagés par les réseaux sociaux. Nous les aidons à réfléchir par eux-mêmes. Enfin, nous leur rappelons que la Shoah n'est pas seulement une tragédie collective, mais une somme d'histoires individuelles et familiales. Chaque enfant d'Isieux a un nom, a une famille, a une vie. Chers amis, avec le temps, le nombre de survivants diminue inexorablement. Et cette année, Bernard et Adolphe Weihenson nous ont quittés. Cela confère à notre génération, et surtout à celle de nos enfants, la responsabilité de porter la mémoire. Chaque acte d'enseignement sur la Shoah est un acte d'espoir, car nous croyons qu'un individu éduqué et sensibilisé peut construire un avenir meilleur. Oui, il y a une augmentation de 192% des actes antisémites. Mais ici, chaque enfant d'Isieux tisse avec d'autres enfants qui viennent une relation personnelle qui, j'en suis convaincu, peut conduire à un monde meilleur. Alors que dire pour cette 81e commémoration? Il faut dire fraternité, car nous sommes un mémorial de la République, liberté, égalité, fraternité. Il faut dire pas de découragement, car notre conseil d'administration a créé plusieurs groupes de travail pour réfléchir à la pédagogie d'aujourd'hui, avec les conflits au Moyen-Orient d'un côté, et à la pédagogie de demain, quand il n'y aura plus de survivants de la Shoah. Il faut dire aussi, on continue, et nos mots-clés sont transmission, enseignement. Il faut dire, nous y croyons. Il faut dire, nous devons transmettre cette mémoire au nom des 44 enfants et de leurs éducateurs. Cette transmission peut aider la jeune génération et l'ensemble des visiteurs à réfléchir
et j'espère surtout à agir. Oui, nous y croyons. Je vous remercie. J'invite à me rejoindre M. Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Monsieur le sous-préfet de Belley, Monsieur le Président, cher Thierry Philippe, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, religieuses, militaires, chers amis en vos grades et qualités. Si ce lieu appelle le recueillement et le silence, je voudrais tout d'abord que résonnent aujourd'hui ces quelques mots. Ma chère maman, je te remercie beaucoup pour ta lettre que tu m'as envoyée. Es-tu en bonne santé? Moi, je me porte bien. Je m'amuse bien avec mes camarades de la colonie. Je sais que beaucoup de chansons et beaucoup de récitations. Je mange bien, je dors bien. Il fait beau ici. Il y a un garçon qui a un ballon, il nous le prête car il est gentil. En classe, on fait de l'écriture, du calcul, on fait des compositions. Je termine ma lettre et t'envoie de millions de milliards de millions de bisous. Ton fils qui t'aime et qui pense beaucoup à toi. Cette lettre pourrait être celle d'un enfant d'aujourd'hui, d'un petit garçon envoyé par ses parents en colonie de vacances pour le mois d'août. Cette lettre n'a pas d'âge, elle porte avec des mots simples et tendres l'amour universel d'un fils pour sa mère. Elle raconte la vie quotidienne et joyeuse, la camaraderie, l'insouciance des jeux et des rires. Cette lettre, c'est celle de Georgie Elpern. Il a 8 ans lorsqu'il arrive à la maison d'Isieux le 18 mai 1943. Raflé le 6 avril 1944 avec 43 autres enfants de 4 à 17 ans, Georgie Elpern est déporté à Drancy par le convoi 71 le 13 avril 1944 et assassiné quelques jours plus tard à Auschwitz. Je le sais, des photographies de Georgie sont ici exposées. Il faut voir ce petit bonhomme, la mine fière, le buste gonflé et le sourire large. À 9 ans, Georgie Elpern, c'était à lui tout seul, déjà le soleil et l'invisible été. 44 enfants ont été raflés au matin du 6 avril 1944 ici alors qu'ils petit déjeunaient. Jamais pourtant ces noms ne devront tomber dans l'oubli et l'interminable nuit. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis pour la 81e fois. Dans un monde troublé, dominé par la bestialité et la loi du plus fort, la maison d'Isieux restera à jamais le symbole le plus grand et le plus beau d'une humanité qui résiste. Cette humanité a d'abord le visage de Sabine et Miron Zlatin, engagés très tôt dans le sauvetage des enfants juifs et qui fonderont la maison d'Isieux. Cette humanité a le visage du préfet de l'Hérault et du sous-préfet de Belley, qui permettront l'installation de la colonie. Celle-ci n'est ni clandestine ni cachée. Elle se fait légalement par la volonté courageuse de fonctionnaires demeurer des hommes et des hommes dignes au cœur d'un régime infâme. Des mois durant, Sabine et Miron Zlatin vont prendre soin de ces enfants, dont la seule obligation est invariable, ne jamais, sous aucun prétexte, dire qu'ils sont juifs. Avec la maison d'Isieux, Sabine et Miron Zlatin n'ont pas simplement sauvé des dizaines d'enfants d'une mort certaine. Leur œuvre est bien plus grande encore. Alors que le monde s'effondre et que, pour reprendre le mot de Primo Levi, des hommes démolissent des hommes, ce couple va bâtir un cocon lumineux, un havre de paix où la violence n'entre pas. Un lieu où les enfants vivent comme des enfants. On joue, on apprend ses tables de multiplication, on rit, on chante. Tous les survivants décrivent la même réalité. Au milieu de l'enfer, la maison d'Isieux est un paradis. Je pense aujourd'hui à Sabine et Miron Zlatin qui, en sauvant des enfants, ont sauvé la vie elle-même. Je pense à tous ceux qui ont dit non. Lorsque Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon, ordonne la rafle, il sait parfaitement qui sont les habitants de la maison d'Isieux. Lorsque les soldats allemands encerclent la maison d'Isieux au petit matin du 6 avril, ils savent qu'ils viennent enlever des enfants. Notre entendement humain est presque incapable de saisir ce degré d'horreur, cette absence absolue d'humanité, cette ignominie monstrueuse qui symbolise à elle seule l'obsession génocidaire nazie. Près de 80 ans après, on estime à 245 000 le nombre de rescapés de la Shoah à travers le monde, encore en vie aujourd'hui. Ils ont en moyenne 86 ans, ils étaient tous pour la plupart enfants. Un jour que je souhaite le plus tardif possible, ces hommes et ces femmes ne seront plus là pour dire et exhumer du fond de leur mémoire les images indicibles de la destruction de l'homme par l'homme. Après eux et après nous, il restera des livres, comme ceux de Primo Levi ou de Ginette Kolinka, qui 100 ans après témoignent toujours. Mais cela ne suffira pas. Rien ne remplacera jamais la parole humaine.
Notre devoir immuable est de porter leur voix et derrière elle celle de la dignité humaine. Car l'humanité est toujours fragile. Le nazisme n'est pas seulement un mal historique, c'est un germe qui peut prendre racine à tout moment. Le ventre est encore fécond, vous le savez, d'où a surgi la bête immonde. L'antisémitisme n'a pas commencé avec le nazisme, et plus de 80 ans après sa chute, nous ne sommes toujours pas libérés de cette haine. Depuis le 7 octobre 2023, les actes et les paroles antisémites, ça vient d'être rappelé, explosent dans notre pays. Nos compatriotes de confession juive sont à nouveau saisis par la peur. Je veux qu'ils le sachent, la République se tient à leur côté. Car derrière les cris et la bêtise humaine, derrière la rengaine inlassable de la haine, derrière la folie de ceux qui nourrissent les vents mauvais, la République se bat pied à pied. La pire défaite serait en effet de laisser croire que l'antisémitisme serait seulement l'affaire des Juifs de France. Parce que nous portons tous une part de responsabilité commune. C'est ce que nous faisons avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, avec la relance des assises de la lutte contre l'antisémitisme par la ministre Aurore Bergé. Le gouvernement porte une action résolue contre l'antisémitisme et ses manifestations malheureusement quotidiennes. En tant que délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, je poursuis avec vous, avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, ce combat qui nous est commun, à travers les actions que nous menons pour l'éducation, notamment auprès des plus jeunes générations, en matière de formation, à travers le partenariat que nous nouons avec la Maison d'Isieux aujourd'hui. Car défendre une vérité universelle que la barbarie nazie a voulu ensevelir sous terre, cette vérité universelle qui est que l'humanité est une et indivisible. C'est cette vérité qui a été portée par Sabine et Miron Zlatin, car la dignité humaine est la première et la dernière des choses que nous devons chérir et protéger. Ainsi nous resterons, nous aussi, les enfants de leur combat et non de ceux d'un monde révolu. Ainsi nous serons dignes de l'idéal qu'ils incarnent. Puissions ne jamais l'oublier. Je vous remercie. Je cède la parole à M. Yannick Scalzotto, sous-préfet de l'arrondissement de Belley. Madame la Consul générale de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le Consul général de la République de Pologne, Monsieur le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT, Monsieur le maire d'Isieux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Monsieur le Président de la Maison d'Isieux, Madame la Présidente de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur l'administrateur de l'Association des familles et des amis déportés du convoi 73, mon général, mes commandants, Mesdames, Messieurs, chers jeunes. L'an dernier, à cette même place, nous commémorions le triste anniversaire des 80 ans de la rafle des enfants d'Isieux. Un an après, nous sommes de nouveau réunis pour se souvenir de ce jour noir qui marqua l'histoire de notre territoire, de notre pays et de toute une communauté bien au-delà des frontières. Je veux croire, les années passant, que nous serons toujours présents, et après nous nos enfants et petits-enfants, pour honorer la mémoire des 44 enfants de la colonie d'Isieux et des 7 éducateurs qui furent déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Ce devoir de mémoire est essentiel. Jamais nous ne devons oublier et permettre à nos enfants d'oublier que d'autres enfants, parce qu'ils étaient juifs, ont été victimes de la barbarie nazie et n'ont pas eu la chance de vivre. Aujourd'hui, ce sont les enfants de nos écoles, à peine plus âgés que ceux qui étaient là 81 ans plus tôt et qui vivaient ici, qui entourent, qui se souviennent pour rendre hommage aux enfants d'Isieux et à ceux qui, au péril de leur vie, se sont engagés pour secourir, protéger et sauver des persécutions de nombreux enfants. Nous rendons hommage à Sabine et Miron Zlatin, qui œuvrèrent sans relâche pour installer la colonie d'Isieux et offrir à ces enfants orphelins un cadre de vie préservé. Nous rendons hommage aux enseignants et éducateurs de la Maison d'Isieux, qui construisaient par le savoir et l'éducation un avenir pour ces enfants. Nous rendons également hommage au sous-préfet Pierre-Marcel Wilzer, qui, en 1943, apporta courageusement son aide à la colonie d'Isieux et qui, plus tard, aux côtés de Sabine Zlatin, en préserva l'héritage. Nous rendons hommage aux justes parmi les nations, maquisards et résistants, qui luttèrent pour sauvegarder nos valeurs républicaines assiégées par l'ennemi. Mais au-delà de cet hommage, nous avons aussi un devoir à accomplir pour le souvenir et surtout
pour l'avenir, à la hauteur de leur modèle. Nous engageons notre responsabilité d'adultes, chacun dans nos fonctions et missions, dans nos vies, auprès de nos enfants, aujourd'hui, pour qu'ils apprennent et comprennent, pour qu'ils combattent chaque jour l'antisémitisme, le racisme et la haine, et pour qu'à leur tour, ils transmettent ce souvenir aux générations futures. Et pour que les enfants d'Isieux soient jamais des immortels dans nos mémoires et dans nos cœurs et dans le grand livre de l'histoire. Simone Veil disait qu'elle n'aimait pas l'expression « devoir de mémoire ». Pour cette grande dame, survivante de la Shoah, le seul devoir, c'était d'enseigner et de transmettre. Je suis convaincu que c'est aujourd'hui par l'enseignement et la transmission que nous lutterons efficacement contre un mal toujours actif et ravageur, celui de l'antisémitisme, pour qu'il n'y a plus jamais d'enfants, comme les enfants d'Isieux et tant d'autres dans le monde, qu'ils soient les innocentes victimes de l'ignorance et de l'obscurantisme. À l'heure où l'école est attaquée, où des professeurs sont menacés et assassinés, pour ceux qu'ils représentent, l'éducation est plus que jamais une priorité nationale. Je termine en complétant cette citation de Simone Veil, à nouveau par ces mots. La mémoire n'est pas seulement un devoir, c'est aussi une promesse. Celle que nous faisons à nos enfants de construire pour eux un avenir où chacun pourra grandir et trouver sa place, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son origine ou son orientation sexuelle, celle de construire pour eux un monde de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie. Puisque sans la présence de la jeunesse, une cérémonie serait sans doute vide de sens, nous allons dans un premier temps écouter des jeunes du Conseil municipal enfants et du Conseil municipal jeunes des Avenières Vérintulins qui, depuis quelques semaines, travaillent sur l'histoire de la colonie et qui vont venir partager avec nous quelques-unes de leurs réflexions. En mémoire des enfants d'Isieux. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de vous et vous rendre hommage. Vous, les enfants d'Isieux, vous aviez nos âges, vous aimiez jouer, courir dans la cour, dessiner, lire des histoires, vous aviez des rêves, devenir instituteur, médecin, musicien ou encore explorateur. Vous viviez ici, dans cette grande maison protégée de la guerre qui faisait rage dehors. Vous aviez quitté vos familles, vos maisons, vos habitudes. Mais ici, on prenait soin de vous, tous ensemble, comme une grande famille, avec les adultes qui veillaient sur vous. Puis un matin, tout a changé. Des soldats sont venus, ont crié, vous ont arraché à ce refuge. Vous ne saviez pas pourquoi, vous n'aviez rien fait de mal, vous étiez juste des enfants. Mais pour eux, ce n'était pas important. Ils vous ont pris, emmenés loin d'ici, loin de tout ce que vous connaissez. Nous, les enfants de maintenant, ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi la haine existe-t-elle? Pourquoi des hommes ont-ils décidé que vous ne méritiez pas de vivre? Pourquoi vous séparez des personnes qui vous ont aimé et prenaient soin de vous? Ce qu'on sait, c'est que c'était injuste. Ce qu'on sait, c'est que ça ne doit plus jamais arriver. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Nous voulons dire vos noms pour que personne ne vous oublie. Nous racontons votre histoire pour qu'elle ne disparaisse jamais. Parce que se souvenir, ce n'est pas reproduire. Se souvenir de vous, de votre histoire, c'est vous faire vivre, être encore un peu là, avec nous. Nous avons de la chance, nous, d'aller à l'école sans peur, de grandir en paix. Mais nous savons que ce n'est pas le cas de partout dans le monde. Nous savons qu'il y a encore des enfants qui fuient la guerre et qui subissent la haine. Alors aujourd'hui, en pensant à vous, nous faisons une promesse. La promesse pour vous et tous les enfants du monde, de ne jamais laisser la haine gagner, de toujours défendre la paix, la justice et la liberté. Car tout ça, ce n'est que cruel, discriminatoire, horrible, méchant, tragique, sinistre, injuste. Je voudrais remercier les élèves de CM2 de l'école de Vérintulins qui nous ont aidés à écrire ce discours.
Notre travail s'est appuyé sur la photographie intitulée La fête à la fontaine, prise à l'été 1943. Notre attention a été attirée par plusieurs jeunes qui se détachent des autres par leur sourire et leur air décontracté, détendu. Et nous avons eu envie de connaître leur histoire et de les connaître. D'abord, nous nous sommes intéressés aux deux plus âgés, Arnold Hirsch, 17 ans, et Theo Reiss, 16 ans. Tous les deux d'origine allemande, qui après avoir été expulsés, enfermés dans des camps d'internement, se retrouvent à Isieux. Ici, ils aident M. Zlatin aux travaux du quotidien et se baignent dans les différents points d'eau, s'amusent, rient, profitent de la vie. Théo va peut-être tomber amoureux de Paulette Palarès. Cette vie d'adolescent est brisée le 6 avril 1944. Ils sont déportés en Estonie. Ensuite, c'est à Jacques Benguigui que nous nous sommes intéressés, car sur la photo, il est déguisé et semble bien s'amuser. Jacques a 12 ans et d'après sa mère Fortunée Benguigui, c'est un boute-en-train qui aime faire la fête. La famille est originaire de la ville d'Oran en Algérie, mais s'installe à Marseille. Jacques et ses deux frères Richard et Jean-Claude sont à Isieux où leur maman les croit en sécurité. Là, les enfants vivent une parenthèse de vie agréable jusqu'à la rafle. Ils sont déportés à Auschwitz et gazés. À Auschwitz, Madame Benguigui, déportée, croit reconnaître le pullover qu'elle a tricoté pour Jacques, porté par le fils d'une doctoresse. Enfin, celui qui nous a presque hypnotisés, c'est Georgi Alpern, avec son sourire enfantin et enjôleur. Lui est un jeune Autrichien de 8 ans qui a fui la capitale, Vienne, lors de l'Anschluss avec ses parents. Réfugié en France, il subit les différentes évolutions de la guerre, puis il est séparé de ses parents. Georgi est envoyé par Losey au château de Magelier, où a également séjourné Serge Klarsfeld, futur chasseur de nazis et défenseur des enfants d'Isieux au procès Barbie. Arrivé à la colonie d'Isieux dès mai 1943, Georgi raconte dans ses lettres à ses parents tout ce qui fait la vie quotidienne du lieu. Il s'inquiète pour eux, leur demande quelques fournitures et surtout leur envoie des milliers de baisers. Il est l'un des rares enfants à pouvoir communiquer avec ses parents, rafler avec les autres. Il est assassiné dès son arrivée à Auschwitz. Ses parents, ne sachant pas ce qui lui est arrivé, le recherchent et font publier des annonces dans les journaux jusqu'en 1985. Ils sont partis civils au procès Barbie en 1987 avant de mourir en 1989. Cette vieille photo de 1943 nous raconte un morceau d'histoire de tous ces enfants pris dans ce jour de fête. Arnold, Théo, Jacques et Georgi. Et tous les autres semblent heureux à Isieux et c'est cette image-là que nous voulons garder pour toujours. La Maison d'Isieux a souhaité associer à cette cérémonie ces volontaires allemands qui, depuis plus de 25 ans maintenant, chacun donne une année de sa vie au mémorial. Alors pour nous expliquer cet engagement profond, j'invite à me rejoindre Jacob et Léo. Bonjour, messieurs, dames, les dignitaires et officiels, chère équipe. Nous sommes Ben Schneiders, Johanna Kiesler, Jakob Wagner et Léo Volkart, volontaires actuels et anciens de la Maison d'Isieux. Depuis 25 ans,
la Maison des Yeux accueille chaque année un ou une volontaire de l'association ASF. Les volontaires allemands travaillent au musée et soutiennent toutes les missions du mémorial. Ensemble, nous participons à la réconciliation et à la construction de l'amitié franco-allemande. L'ASF, ça veut dire Action Signe Réconciliation, Service pour la paix, est une association fondée en 1958 en Allemagne, comme réaction à la barbarie et aux crimes commis par l'Allemagne nazie. Environ 150 jeunes Allemands s'engagent chaque année dans différents pays dans un travail de mémoire à travers la commémoration, sur les lieux de crimes, mais également à travers des échanges qui permettent de créer des liens humains. Chacun et chacune de nous a passé un an ici et est devenu membre de l'équipe du mémorial. Nous avons appris l'histoire des enfants d'Isieux, de leurs familles et leurs aidants, mais aussi de leurs bourreaux. C'est ainsi que nous portons encore leurs noms, leurs photos et leur vie dans nos cœurs, même des nombreuses années plus tard. L'histoire des enfants reste encore très importante pour notre futur et celui de nos deux pays. Surtout en temps où la droite se renforce et où le nationalisme et la guerre sont à nouveau à l'ordre du jour. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé ici il y a 81 ans et de le commémorer comme nous le faisons aujourd'hui. Nous resterons engagés pour les droits humains, la démocratie et l'humanité. Merci. Pour procéder à présent à la lecture des noms des 44 enfants et des 7 adultes rappelés le 6 avril 1944, nos 4 volontaires, Ben, Léo, Johanna et Jacob, vont être rejoints par 5 jeunes du mouvement de la jeunesse juive de Lyon. Sami Adel Seymour, 5 ans. Hans Amen, 10 ans. Nina Aronovitz, 11 ans. Max Marcel Balsam, 12 ans. Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Benassayag, 12 ans. Élie Benassayag, 10 ans. Jacob Benassayag, 8 ans. Jacques Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Richard Benguigui, 7 ans. Barour Raoul Bentitou, 12 ans. Magère Bulka, 13 ans. Albert Bulka, 4 ans. Lucienne Friedler, 5 ans. Egon Gamiel, 9 ans. Liliane Gerenstein, 11 ans. Maurice Gerenstein, 13 ans. Henri Chaim Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Alaubramner, 5 ans. Mina Alaubramner, 8 ans. Georgie Alpern, 8 ans. Arnold Hirsch, 17 ans. Isidore Kargeman, 10 ans. Liane Krochmal, 6 ans. Renate Krochmal, 8 ans. Max Lehner, 8 ans. Claude Levent-Reifmann, 10 ans. Fritz Lobmann, 15 ans. Alice Jacqueline Luscard, 10 ans. Marcel Mermelstein, 7 ans. Paula Mermelstein, 10 ans. Theodor Reis, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Senta Spiegel, 9 ans. Sigmund Springer, 8 ans. Sarah Sülkapler, 11 ans. Hermann Tettelbaum, 10 ans. Max Tettelbaum, 12 ans. Charles Weltner, 9 ans.
Otto Wertheimer, 12 ans. Émile Zuckerberg, 5 ans. Lucie Feiger, 49 ans. Mina Friedler, 32 ans. Sarah Levan-Reifmann, 36 ans. Eva Reifmann, 61 ans. Moïse Reifmann, 62 ans. Mirance Latan, 39 ans. Léa Feldblum, 25 ans, seule survivante. Pour dire le Kaddish, j'invite à me rejoindre M. Simon Ohayon, rabbin du consistoire israélite de Villeurbanne. Je vais toujours dire un psaume du roi David. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Nous allons faire la prière pour les morts. El male rachamim, שוכן במרומים, המסה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים, לנשמת אחינו אחיותינו בני ישראל, הקדושים והטהורים שנפלו בידי הרוצחים הנזים, ונשמח דמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה ושאר מחנות השמד באירופה, שנהרגו ונשרפו ושנשחטו ונקברו חיים בכל מיתות משונות ואכזריות, על קדושת השם, בעבור שאנחנו ביניהם ובנותיהם אחיהם ואחיותיהם מתפללים בעד ישמעותיהם. בגן עדן מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, ויבואו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמך רבם, ועל מה דיברה חירות אביך מחמוד ויעשון קרב יקרב ושיחה, וחייכון וביום יכול, וחיי דכו בית ישראל,
בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. ישמר רבה מברך לעולם ולמי עלמיה יתברך. משתבח מתפעל ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמהדה קודשה בריחום. לעילה מן כל דרכתה שירתה דשבעתה ורחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. יש אלמה רבה משמיים. חי וסבא ושומר שדבר פוג לא סעם וכפרה ורמע והצלה. לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום יורמה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Nous allons à présent procéder au dépôt des 51 roses en hommage aux 44 enfants et 7 accompagnateurs raflés le 6 avril 1944, puis déportés. Pour la maison d'Isieux, son président, M. Thierry Philippe. Monsieur Derviche Delay, président de l'Union départementale des anciens combattants de l'Ain. Monsieur Didier Fresco, administrateur de l'association Les Familles et Amis des déportés du convoi 73. Monsieur Jean-Claude Nerson, président de l'amicale d'Auschwitz-Birkenau, Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Jean-Baptiste Zambelli, vice-président du comité du mémorial, Val-Romay-Lèbe. Monsieur Bernard Ray, président de l'Association des maires ruraux de l'Ain. Madame Sylvie Altar, secrétaire générale du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Pascal Clément, inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain. Général de brigade Rudy Gaspard, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ain.
Monsieur Jean-Jacques Brun, vice-président délégué du département du Rhône au devoir de mémoire et à la citoyenneté. Monsieur Dimitri Lahuerta, maire de Belay. Madame Myriam Boiteux, maire de la commune nouvelle Les Avenières Vérin-Tuellin. Monsieur Denis Martin Barbaz, maire d'Isieux. Monsieur Thierry Verguin, maire de Brégnier-Cordon. Madame Pauline Godet, présidente de la communauté de communes Bugey Sud. Monsieur Jean-Yves Edon, conseiller départemental de l'Ain. Madame Myriam Keller, maire de Cézérieux et conseillère régionale, région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Robert Drzazga, consul général de la République de Pologne à Lyon. Madame Jessica Engel, consul général de la République fédérale d'Allemagne à Lyon. Monsieur Yannick Scalzotto, sous-préfet de Belay. Monsieur Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Nous allons à présent observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Avant de clore cette cérémonie, j'aimerais adresser un salut tout particulier à Madame Hélène Wesenson et Monsieur Roger Vollmann, 2 anciens enfants de la colonie qui nous font l'honneur d'assister à cette cérémonie. Et je pense également à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas assister, anciens enfants qui ne peuvent pas assister. Malheureusement, certains nous ont quittés il y a peu, mais ils sont toutes et tous bien représentés par leurs proches aujourd'hui. Cette cérémonie est à présent terminée. Je vous remercie d'y avoir assisté. Je rappelle que à 13h30, vous êtes toutes et tous cordialement conviés à l'inauguration de la nouvelle exposition temporaire, inauguration qui se tiendra dans le musée. Merci.